Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine écourtée, on le rappelle, pour les marchés américains. Pas de séance aujourd'hui à Wall Street en raison de Thanksgiving. Et demain sera le jour d'après Thanksgiving, également le Black Friday et seulement une demi-séance pour les marchés américains. Pendant ce temps-là, les marchés actions européens poursuivent leur progression et se dirigent vers une 8e semaine consécutive de hausse avec un CAC 40 désormais à plus de 6700 points qui revient sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis avril dernier. Quasiment 20% de hausse en ligne droite pour les actions européennes qui réduisent ainsi la facture 2022 de manière spectaculaire. Tenez-vous bien, le CAC 40 dividende réinvesti ne perd plus que 3% à peine depuis le 1er janvier. Le CAC qui gagne encore 0,5% à mi-séance. Aujourd'hui, ce sera évidemment le sujet de discussion principal de notre émission à 17h ce soir avec nos invités de Planète Marché. En attendant, pour cette édition de la mi-journée, nous allons nous avancer sur les scénarios macro 2023 avec la présentation d'AG2R La Mondiale et son économiste Clémentine Cazalet qui sera avec nous en plateau. Et puis nous évoquerons les stratégies d'investissement des hedge funds. Pourquoi les hedge funds en particulier ? Parce que pour une fois, 2022 aura été une excellente année pour les stratégies alternatives des fonds dits spéculatifs. Et c'est intéressant de noter que ces hedge funds, après avoir engrangé des gains spectaculaires au cours de cette année 2022, sont peut-être en train de faire évoluer leur positionnement. Nous en parlerons avec Jean-Jacques Ohana qui sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Mais d'abord, le ou les scénarios macro possibles pour 2023. Nous en parlons avec l'économiste d'AG2R La Mondiale, Clémentine Cazalet, qui est avec nous en plateau. Clémentine, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. On va évoquer effectivement les questions qu'on peut avoir sur le scénario macro 2023 et comment est-ce que vous avez réfléchi et répondu à ces questions. Partant peut-être du point de départ de ce qu'on sait avec certitude en cette fin d'année 2022, notamment Clémentine. Est-ce qu'on peut imaginer notamment que l'histoire de l'inflation, et quand je dis l'histoire de l'inflation, c'est l'histoire de la poussée continue de l'inflation qu'on a observée depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que cette histoire-là est en train de se refermer ? Alors, c'est notre scénario principal, effectivement. Il faut toujours être prudent parce qu'on a eu beaucoup de surprises sur l'inflation. Je rappelle qu'il y a un an, on l'a qualifiée de transitoire. Donc forcément, on va être prudent. Mais c'est vrai que l'inflation, là, elle a deux sources. La première, c'est l'énergie et l'alimentation qui ont explosé, hein, et qui sont, ça vient de la guerre en Ukraine. Ça correspond à peu près à 2/3 de l'inflation totale en zone euro aujourd'hui. Et ça, avec de simples effets de base, si les prix restent à leur niveau actuel, sans même avoir à redescendre, par des simples effets de base, ça apportera plus à l'inflation totale. On va avoir une inflation totale qui va revenir vers l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, qui, elle, est en train toujours d'accélérer en zone euro. Ça y est, on a atteint 5% maintenant. On est bien au-dessus de la cible des banques centrales, mais aussi de ce qu'on connaissait juste avant la crise. On ne dépassait pas 1%. Cette inflation-là, on ne voit pas encore les prémices d'une quelconque décélération, mais c'est notre scénario pour 2023 qu'elle devrait ralentir progressivement. En fait, tout simplement parce qu'on s'attend à une récession qui aurait commencé là maintenant et qui durerait pendant quelques trimestres. Donc, une baisse de la demande globale et donc un ajustement à la baisse des prix. C'est notre scénario principal pour 2023, une baisse progressive de l'inflation sous-jacente. Oui, effectivement, il restera quelque chose. Les prix en niveau vont rester élevés, mais effectivement, la dynamique va quand même s'atténuer, ne serait-ce que par l'effet des effets de base. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on pense que les prix pétroliers, les prix du gaz vont pas forcément beaucoup baisser. Les tensions qui existent actuellement sur le marché sont là pour durer. Mais
à partir du moment où il ne progresse plus, c'est plus de l'inflation. Bien sûr. Donc cet effet-là, il devrait assez rapidement disparaître. Donc sur l'inflation totale à 10%, on va assez vite revenir vers les 5% de sous-jacent. Le problème, c'est que maintenant, cette hausse des prix sont déversées dans les autres secteurs, dans le transport, dans les biens industriels, etc. Et c'est cette inflation-là qui est beaucoup plus difficile à faire bouger. Ce que les banques centrales essayent de faire. Pour l'instant, on n'en voit pas la tendance inverse, mais ça devrait finir par arriver. Ouais. Avec l'aide en plus de la récession en zone euro, Clémentine, on pensait que la zone euro pouvait entrer en récession au 3e trimestre. Les premières estimations de PIB nous ont montré que ça n'était sans doute pas le cas, y compris pour l'économie allemande dans sa globalité, malgré une récession industrielle sans doute déjà assez profonde en Allemagne. D'autres parties de l'économie continuent de progresser. La récession, vous estimez qu'elle commence sans doute en zone euro en ce moment, en ce 4e trimestre 2022. Exactement. Comment vous avez réfléchi à la question de la profondeur et de l'ampleur, de la durée de cette récession dans laquelle on entre en ce moment en zone euro? Alors, ce qu'il faut voir, c'est les raisons pour lesquelles on anticipe une récession. Alors, on a évidemment la crise de l'énergie, qui devrait prendre son plein effet à l'hiver, là, au moment où les prix du gaz sont les plus hauts, le moment où on a des incertitudes, même sur l'approvisionnement en gaz. On ne pense pas qu'il va y avoir de coupures, les stocks sont pleins, mais on sait que l'hiver va être un peu tendu. On a la question de la hausse des taux directeurs qui renchérit le coût du crédit, mais dans notre scénario, on estime qu'on est les hausses ne sont pas finies, mais on n'est plus très loin du point haut. C'est bien anticipé par les marchés maintenant. Donc, du côté des taux d'intérêt, ça devrait se stabiliser. Le moteur principal de récession, pour nous, c'est la dégradation du pouvoir d'achat que les ménages subissent depuis environ 1 an. Ça fait 1 an que l'inflation dépasse la croissance des salaires. Et donc, il y a des pertes de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai que cette année, pour l'instant, les chiffres de PIB sont encore assez bons. On a eu l'effet post-Covid, la réouverture des économies. On a eu le tourisme qui a beaucoup aidé au 3e trimestre en zone euro. Et surtout, on avait des réserves d'épargne impressionnantes qui ont été accumulées pendant la crise, puisque les gouvernements ont beaucoup fait pour préserver le pouvoir d'achat justement des ménages. Donc il y a eu beaucoup d'épargne accumulée et les ménages peuvent piocher dans cette épargne pour continuer à consommer. Tout ça, c'est des sources qui sont tarissable, forcément. L'épargne maintenant est revenue à son niveau historique moyen en zone euro. Et avec des niveaux de confiance des ménages assez faibles, on se dit qu'ils vont pas forcément vouloir aller piocher dedans pour continuer à consommer. Donc le vrai impact majeur sur la consommation, pour nous, il arrive maintenant au point haut à peu près de l'inflation, et maintenant que les réserves ont été assez un peu utilisées. Sur la durée de la crise, en fait, ça dépend de quand est-ce que cette dégradation du pouvoir d'achat des ménages s'arrête. On a un avantage pour aborder cette crise, c'est un marché du travail particulièrement solide. On est sur des taux de chômage historiquement bas en zone euro, à 6,6%, et surtout des salaires qui, du coup, progressent. Certes, on n'est pas au niveau de l'inflation, loin de là, mais il progresse d'environ 4,5% en zone euro. Et donc, avec la fin des effets de base et un ralentissement de l'inflation, on va assez vite rejoindre le niveau des salaires. Et à partir du moment où il n'y a plus de dégradation du pouvoir d'achat, on peut retrouver une croissance un peu plus normalisée en zone euro. Donc, on estime à peu près au 2e semestre 2023. Et la profondeur de la crise dépendra un peu de chaque pays, des mesures gouvernementales qui seront mises en place pour préserver le pouvoir d'achat, de la dépendance à l'approvisionnement en gaz russe. Donc des économies comme l'Allemagne, plus industrielle, plus dépendante de la Russie, qui seront un peu plus touchées, et la France, par exemple, qui pourrait un peu mieux résister, avec une inflation qui est d'ailleurs bien plus basse en France que sur la moyenne de la zone euro. Et sur les amortisseurs budgétaires en zone euro, il y a encore un peu de place malgré tout, Clémentine ? Malgré tout, il y a un peu de place. On voit ce que fait la France. Après tout, ce que les gouvernements doivent mettre en place, c'est des mesures ciblées, temporaires. On ne parle pas de grands plans de relance très coûteux et qui, en ce moment, sont plus trop à la mode quand on a des taux qui sont revenus à 2,5%. Mais les pays mettent en place quand même ces mesures ciblées. On a vu l'Allemagne annoncer un plan conséquent pour le coup, parce qu'elle sait que le choc va être assez important. Donc elle a annoncé un plan conséquent qui sera mis en œuvre plutôt en début d'année pour venir limiter les impacts de la crise. Donc les gouvernements peuvent quand même agir ponctuellement
sur ce sujet, notamment du pouvoir d'achat. Et donc, dans votre scénario central, encore une fois, vous dites effectivement, on peut éviter une récession peut-être trop longue, trop dure, qui deviendrait à un moment presque endogène. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à travers assez rapidement. C'est ça. On pense qu'on va rapidement pouvoir revenir à un équilibre un peu plus sain, avec un peu d'inflation, des salaires qui progressent, un taux de chômage qui aura sûrement un petit peu progressé après 2 ou 3 trimestres de recul du PIB, c'est normal, mais sans revenir vers des niveaux très élevés, comme par exemple ce qu'on avait connu après la crise de 2011-2012. Ce choc-là, alors il va dépendre des réactions des gouvernements, peut-être aussi beaucoup des banques centrales qui ont beaucoup mis le pied sur le frein pour venir limiter les pressions inflationnistes. Si elles ne lèvent pas le pied assez rapidement, si elles ne sont pas assez agiles, elles pourraient mettre un coup de frein trop important sur l'économie et avoir l'effet inverse, plutôt tendre vers la déflation. C'est ce qu'annonce au Royaume-Uni, c'est ce qu'annonce la Banque centrale. Elle estime que le choc va être tellement important qu'on va revenir vers une inflation mal zéro. parti, effectivement. Nous, on devrait quand même éviter ce scénario extrême. Ouais, vous dites dans vos projections, on va parler des États-Unis évidemment pendant quelques minutes, mais que ce soit pour la zone euro ou pour la BCE ou pour la Fed, à 75-100 points de base près, on est quasiment au taux terminal, ou pour la zone euro ou pour la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire américaine pour 2023 si la récession commence au Q4 2022 en zone euro et se termine, on va dire, à la moitié de l'année 2023? Qu'en est-il de la course de l'économie américaine l'an prochain? Est-ce qu'elle peut encore éviter une récession? Alors oui, on est un peu plus optimiste sur les États-Unis. On pense qu'il va y avoir un fort ralentissement aux États-Unis. C'est à peu près la même histoire qu'en zone euro. Les ménages, eux aussi, subissent la dégradation du pouvoir d'achat. L'économie américaine, dans son rattrapage, est allée beaucoup plus haut que l'économie de la zone euro, hein, il faut le dire aussi. Bien sûr, en règle générale, les variations sont un peu plus importantes et plus rapides aux États-Unis. Ils partent avec certains avantages quand même. Déjà, pour l'instant, les indicateurs macro sont pas très dégradés aux États-Unis. La construction, oui. Là, ce secteur subit franchement la hausse des taux. Mais sinon, on voit des indices de confiance qui ont pas mal résisté aux États-Unis, qui montrent encore normalement une activité qui croît en ce moment. La consommation a certes un peu ralenti, mais elle reste correcte. On est sur un taux de chômage de 3,6%. Donc, s'il y a une récession, elle sera forcément un peu plus tardive qu'en zone euro. Pour l'instant, on n'en voit pas trop les prémices. Mais surtout aux États-Unis, l'inflation a commencé à décélérer. Ils n'ont pas ce problème du gaz qui nous a renchéri encore les pressions inflationnistes. Donc eux, l'inflation totale, elle est déjà en train de décélérer. Et l'inflation sous-jacente, peut-être. On a eu un chiffre qui nous donne bon espoir en octobre. On est peut-être, ça y est, lancé sur la décélération des prix. Et donc, eux, ils vont arriver plus vite à ce fameux croisement où les salaires... Entre salaire et inflation. Voilà, donc ils vont peut-être pouvoir éviter une récession grâce à ça. Encore une fois, la Fed, le timing de la Fed sera assez déterminant. Donc on n'a pas fini de parler des banques centrales. Et justement, dernière question sur la fonction de réaction des banques centrales. On constate tous qu'elle est en train d'évoluer, que le discours évolue, mais qu'il y a toujours une rhétorique hawkish, agressive, qui est maintenue à la Fed et à la Banque centrale européenne. Le pivot de la Banque centrale, comment vous le caractérisez? Est-ce que pour vous, il y a de la place pour qu'une banque centrale comme la Fed se mette à rebaisser ses taux au courant de l'année 2023? On pense que c'est possible, oui. Effectivement, la Fed va encore faire quelques hausses de taux. Alors, décembre, c'est sûr. La première réunion de 2023, très, très probable aussi. À partir de mars, la question va peut-être commencer à se poser. Donc, pour nous, on est sur encore 75 à 100 points de base de hausse des taux directeurs. 5%, c'est à peu près l'idée du taux terminal qu'on a de la... Voilà, on n'est pas très loin de ce que nous dit la Fed en septembre. Elle nous disait 4,75 en point haut. Après, elle nous a dit ce sera plus haut que ça. Bah oui. Donc bon, 5. Un peu plus de 5 peut-être. La question, effectivement, c'est de savoir comment elle va réagir par la suite de l'année. Mais c'est vrai que 5, on commence quand même à être sur des taux restrictifs. Donc, à partir du moment où l'inflation montre
baisse réellement en tendance. Et si l'économie commence à être un petit peu affectée, et notamment le chômage, l'avantage aux États-Unis, c'est qu'on a des données très rapidement et très souvent, donc on voit vite une dégradation du marché du travail. À partir du moment où on sera certain que l'inflation est sur une tendance à la baisse, et si on commence à avoir des doutes sur le chômage, la Fed pourra assez aisément, finalement, passer à une étape d'assouplissement. Rebaisser un petit peu ses taux pour sortir, ne serait-ce que du territoire négatif et revenir vers la neutralité. Ça nous paraît loin vu d'ici. Ah oui. Mais il ne faut pas oublier que la fonction de réaction elle a été extrême aussi dans le sens inverse des banques centrales. Donc ça nous paraît vraiment probable que dans le sens inverse, elle aille peut-être pas tout aussi vite, mais elle puisse facilement changer son discours. Ça ne peut pas transparaître aujourd'hui dans le discours de la Fed. Ce serait contre-productif. Bien mais sûr. le monde peut changer assez vite pour une banque centrale. Exactement. La Fed aujourd'hui ne peut pas dire qu'elle va rebaisser ses taux au fin d'année. Elle a besoin d'ancrer les anticipations d'inflation, donc c'est absolument pas comme ça qu'elle peut le faire. Mais elle va arriver à un moment où le choix entre inflation et croissance, dans son choix entre inflation et croissance, elle pourra faire aisément le choix de la croissance. Merci beaucoup Clémentine. Merci pour ces éléments qui nous permettent de réfléchir au scénario macro de 2023. Clémentine Cazalet qui est avec nous en plateau, économiste chez AG2R La Mondiale. Et si on en vient aux questions de marché, nous accueillons Jean-Jacques Oana à mes côtés en plateau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Vous nous parlez des hedge funds aujourd'hui. C'est pas la première fois d'ailleurs cette année qu'on parle des hedge funds avec vous. Vous suivez de près les stratégies dites CTA des fonds spéculatifs. Et je le disais en introduction, pourquoi on se focalise sur cette classe d'investisseurs ? Parce que ça n'est pas le cas tous les ans. Mais cette année 2022 a été une année de performance particulièrement importante pour les stratégies des hedge funds, Jean-Jacques. Oui, absolument. Nous avons un outil de réplication du positionnement de plusieurs stratégies, et notamment des hedge funds qu'on appelle soit des Commodity Trading Advisors. Ce sont en fait des hedge funds qui parient sur les tendances, sur différents marchés, notamment les indices boursiers, les marchés obligataires, les marchés de taux, les devises, et puis des matières premières. Et puis également, nous suivons de près les fonds global macro, j'allais dire, qui englobent ce type de stratégie. Cette catégorie, et qui, eux, vont parier sur les grandes tendances macro. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis un mois, dans nos indicateurs de liquidité, on voit clairement une conjoncture financière s'améliorer sur beaucoup de pans du système financier, notamment au travers de la baisse des volatilités implicites sur les actions, mais aussi sur les devises, sur les matières premières, mais aussi une détente vraiment significative des spreads de crédit qui traduisent en fait la liquidité financière. Ce qu'on voit par exemple, c'est que quand on enlève la duration, les meilleurs actifs en performance normalisée sont aujourd'hui, même plus encore que les marchés d'actions européennes, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, sont des marchés de crédit, donc sans compter l'aspect duration. Et ça, c'est extrêmement significatif. Et donc, ça peut nous interroger sur est-ce que finalement, ces hedge funds qui ont eu des performances insolente depuis le début de l'année, puisqu'on est sur des ranges de performance allant de 20 à au-delà de 30%. Ah oui. Donc c'est très significatif par rapport aux performances des classes d'actifs traditionnelles. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que depuis le début de l'année, ces performances proviennent essentiellement du pari sur la baisse des marchés obligataires, donc avec des hausses de taux qui sont les plus significatives depuis 1980, on peut le dire, depuis le début des années 80, donc depuis l'ère Volcker. Donc il faudra aller reprendre nos cours d'histoire et voir que finalement c'est la plus forte poussée de taux depuis 40 ans en réalité. Et donc des pertes massives sur les portefeuilles obligataires. J'ai en tête l'exemple d'un portefeuille euro 7-10 ans assez classique, d'obligations souveraines, c'est moins 15. Oui, à peu près, oui, tout à fait. Et puis des hausses de taux de la Fed, par exemple, où on voit qu'au début d'année, ils étaient à 0,25 de taux.
ils sont à 4 aujourd'hui. Donc, et ils ont commencé à monter les taux juste après la guerre en Ukraine, donc en mars. Ouais. Donc c'est très rapide, vous voyez bien. Donc ce sont le cycle de resserrement monétaire le plus rapide de l'histoire financière. Et puis parallèlement, on a eu une hausse du dollar qui a été très prononcée jusqu'à il y a un mois, avec quand même une amorce de retournement qu'on observe depuis un mois. Donc ces performances des hedge funds, ils proviennent premièrement des paris de duration négative. Donc ils ont shorté, ils ont vendu à découvert les obligations souveraines. Et puis le deuxième contributeur de la performance, c'était la hausse du dollar. Troisième contributeur, c'est les marchés de l'énergie, la hausse des marchés de l'énergie en début d'année. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui s'il y a une inflexion ou pas. Et en fait, elle n'est que partielle. Sur les indices boursiers, on peut clairement dire qu'il y a une inflexion. Il y a une inflexion. Ils n'ont pas complètement immunisé leur positionnement baissier sur les indices boursiers, encore que les indices boursiers ne soient absolument pas déterminants pour la performance de cette année. C'est plutôt des moins-values qu'ils ont subies sur ce secteur-là. Par contre, on voit un retour de positionnement positif, principalement sur les marchés européens, et notamment dans la zone euro. Donc en fait, on voit très bien que les deux marchés où ils ont des positionnements positifs, on pourrait même rajouter le Japon aussi. Évidemment, tout est en devise locale, et ça a son importance vu les mouvements de change. On a un positionnement plus significatif sur la zone euro, sur le FTSE, donc sur le marché du Royaume-Uni, et puis sur les actions japonaises. Sur les marchés émergents, finalement, qui était, j'allais dire, un pari qu'ils ont conservé depuis plus d'un an aujourd'hui, eh bien, ils restent positionnés vendeurs sur les marchés émergents. D'accord. Donc, ils n'ont pas tourné sur tout, mais il y a quand même, dans les stratégies mises en place, des éléments qui évoluent. C'est intéressant. Le repositionnement, par exemple, sur l'Europe et le Japon, qui sont les deux marchés les moins chers du monde développé, on peut dire ça comme ça, Jean-Jacques. Est-ce que ça peut laisser suggérer l'idée que c'est le début, effectivement, d'une tendance, peut-être, de re-rating, de revalorisation de classes d'actifs qui ont été parmi les plus pénalisées et les plus déraitées au cours de cette année? Il faut rester très prudent. Parce que, évidemment, ces positionnements sont dans un ensemble d'un portefeuille. Puis ils peuvent se tromper. Évidemment, ils se sont trompés pendant de nombreuses années. Donc, c'est pour ça qu'on va rester très prudent. Mais par contre, c'est un point d'inflexion. Et tout point d'inflexion est quand même à souligner. Ils avaient vraiment un positionnement baissier il y a 2 mois sur l'ensemble des indices boursiers. Et ce positionnement baissier est en train de tourner. Voilà. Alors, par contre, on peut regarder après les autres secteurs et voir que sur l'obligataire, pour l'instant, il n'y a aucun retournement. J'allais dire, il y a peut-être même un renforcement des positions baissières. Et les positions baissières... Parce que le marché obligataire remonte un petit peu, enfin, la valeur des obligations remonte depuis quelques semaines maintenant, et donc les taux baissent. On est à 4,30 sur le 10 ans américain, on est à 3,80. Exactement. Et donc, à la faveur d'une détente des taux, on a un retour des obligations, notamment sur les parties longues de la courbe. Mais quand on regarde en détail leur positionnement, on voit que les parties longues de la courbe ne sont pas très importantes dans leur positionnement. C'est les parties courtes de la courbe qui continuent à vendre, voire même donc, ils ont amplifié la vente ces derniers jours, et notamment sur les parties 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on remet cela dans une perspective macro, la partie courte de la courbe, c'est les parties qui reflètent le resserrement des banques centrales. Et donc, c'est un peu mon interprétation personnelle. Je me risquerai à celle-ci, c'est-à-dire que, en effet, le rythme de resserrement des banques centrales va changer. Et on voit très bien que là, la prochaine réunion de la Fed, ce ne sera pas 75, ce sera probablement 50 points de base. Mais la tendance de resserrement, pour l'instant, elle perdure. Alors, est-ce qu'elle va s'infléchir? C'est une vraie question macroéconomique. Mais pour l'instant, le positionnement des fonds, des hedge funds, qui a été extrêmement favorable cette année, favorable à la génération de performance, il reste ancré
Il y a en encore pour territoire. eux l'idée qu'il y a un risque à la hausse sur le point d'arrivée de la politique monétaire américaine. Oui, et je dirais que Et certains l'estiment c'est au assez sein de la Banque légitime. centrale, qu'il faudra peut-être aller au-delà de 5. C'est assez légitime Ouais. finalement parce que depuis un an, on oui. parle de resserrement, Bah oui. on en parlait ensemble Bah oui. au début d'année, et on voit que finalement le consensus a été balayé. Complètement. Donc de manière à la fois sur l'inflation, mais j'allais dire surtout sur le rythme de hausse de taux des banques centrales. Et aujourd'hui, le taux terminal anticipé par les marchés, c'est plutôt à 5%. Donc à horizon quelques mois, puisque dans 4 meetings de la Fed, il serait à peu près atteint. Et on voit que dans 8 meetings de la Fed, il est un peu plus bas. Donc le consensus, c'est un taux terminal atteint assez rapidement au premier trimestre de l'année 2024 à 5%, puis une très légère, on va dire une légère inflexion d'abord, puis une légère baisse de taux de la Fed entre 1 an et 2 ans, si vous voulez. Eh bien, pour l'instant, les hedge funds parient contre ce consensus et parient encore à la surprise, à une surprise de resserrement monétaire, peut-être moins rapide, mais toujours continuel. Ouais, toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'ils font avec les matières premières, l'autre grande classe d'actifs, effectivement, sur lesquels ces CTS sont positionnés? Alors, c'est très intéressant parce que finalement, leur positionnement sur les matières premières traduit la confusion actuelle du marché. Donc, sur les matières premières, ils étaient vendeurs d'or, logiquement, par rapport à leur positionnement dollar, et vendeurs sur les métaux de base. Et on voit qu'ils sont en train de racheter ces deux positions. Donc, en fait, ils sont en train d'immuniser leur positionnement négatif, ce qui traduit l'amélioration globale de la perception du risque dans les marchés. Et ils étaient plutôt positionnés longs sur les énergies. Et là encore, il y a une hésitation. C'est-à-dire que ils ne sont pas en train de couper leur position, mais on voit très bien que finalement, quand on regarde les matières premières, aujourd'hui, c'est une impression de confusion qui se lit dans les marchés. Alors, je m'explique. En fait, on voit que le pétrole brut est très faible récemment, et on peut mettre ça sur le compte de la fermeture de l'économie chinoise, qui a un impact énorme sur la demande. Mais par contre, quand on regarde les produits raffinés, donc par exemple le fuel, le diesel, diesel. Là, on a une vraie tension. Et finalement, les marchés, pour donner une idée, sur le Brent, on est autour de 35% de hausse depuis le début de l'année. Sur le fuel, on est à 80% de hausse. Donc, c'est très significatif. Et sur le gaz naturel, on a commencé à anticiper l'hiver. Et là, il y a une remontée aussi des marchés. Donc, en fait, il y a une confusion qui règne sur les matières premières. On pourrait rajouter que si on lit sur les secteurs de matières premières, par exemple sur le secteur énergie en Europe et aux États-Unis, on a des performances de respectivement 27% en Europe et 66% aux États-Unis, en dollars. 66% en dollars aux États-Unis. Donc c'est le meilleur, c'est le meilleur actif mondial, puisqu'on a une performance en dollars à 66%. Et là, on voit qu'il n'y a pas de dépendance avérée au prix du brut, ce qui laisse penser que les pétrolières bénéficient de cette conjoncture, finalement, d'arbitrage physique. Il y a des dislocations physiques énormes. Même si le prix du pétrole rebaisse, ça ne change pas la dynamique des bénéfices des pétrolières. Tant que la baisse, finalement, reste dans un range assez modéré, en fait, on voit que les perspectives bénéficiaires sont tellement favorables que les spreads sont tellement importants entre, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des spreads de raffinage. C'est typiquement un aspect qui va être extrêmement profitable aux pétrolières. Et donc, finalement, c'est un secteur aujourd'hui qui est très, j'allais dire, qui participe à la dislocation globale sur les marchés de l'énergie et qui va arbitrer ces dislocations, évidemment, au bénéfice des consommateurs, puisqu'on en a besoin, et qui aujourd'hui bénéficie de cet environnement, quelle que soit l'évolution à court terme des prix du brut. Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir ouvert pour nous le capot des hedge funds. Très très intéressant effectivement. Encore une fois, c'est une catégorie d'investisseurs qui aura été très performant tout au long de cette année 2022, d'où l'intérêt qu'on peut leur porter aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifier, analyser, planifier,
Tradez, votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.